je remercie déjà la SHF de me permettre de faire ce webinaire. Ce webinaire, on va dire, technique, qui n'est pas une présentation d'études, mais qui est plutôt une présentation de concepts importants pour la réalisation d'études sur les eaux souterraines. Alors, on l'a intitulé Comprendre la dynamique de remplissage des nappes d'eau souterraines. Et alors, le sous-titre est important, c'est la différence entre transfert de pression et transport de masse. Quel processus, dans quel contexte? Euh, le message que je veux vous faire passer à travers cette présentation, c'est le suivant, si j'arrive, voilà, à changer de diapositive. C'est que les eaux souterraines, elles forment un milieu inertiel et capacitif. Alors, inertiel, ça veut dire que les eaux souterraines ont la capacité de restituer des modifications en entrée du système avec un certain délai temporel. Donc ça, c'est l'inertie. Et capacitif, c'est tout simplement la capacité de stocker dans les eaux souterraines de l'eau, des polluants, de l'énergie, etc., etc. Donc ça, c'est ce que je voudrais que vous reteniez à la fin de cette présentation. Et donc, si vous le retenez déjà en début, c'est très bien. C'est que ces propriétés d'inertie et ces propriétés de stockage rendent spécifiques les études sur les eaux souterraines et notamment leur gestion, qu'elle soit quantitative ou de la qualité des eaux contenues dans le sous-sol. Donc, les vitesses de circulation de l'eau, des pressions et des polluants, elles sont différentes entre elles, ces vitesses, et elles sont différentes selon Michael, les contextes si je hydrogéologiques. voulais faire un gros sauvage, Alors, ah ouais, j'ai pisé au un pied. micro qui n'est pas fermé et j'entends. Ouais, c'est pas grave. Tu fais des Est-ce que choses. tout le monde peut fermer ses Essaye d'être micros, en s'il vous bas. plaît? Qu'est-ce Monsieur qu'il y a? Essaye Houdan. d'être en bas. Ah oui, il faut que j'aille, faut que je ressorte par dehors pour aller chercher. C'est bon, on vient de couper tous les micros. Oui, mais Monsieur Lopez, il faut le. Donc on a Est-ce coupé que tous vous les micros. m'entendez? Voilà, c'est bon. C'est C'était bon? Ouais, parce que du coup, j'avais le mien de couper aussi. D'accord. désolé. Euh, donc, je disais que les vitesses de circulation de l'eau, des pressions et des polluants sont différentes entre elles. Elles sont différentes selon les contextes géologiques. Et donc ça va former le plan de ma présentation. Et ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que ce n'est pas directement l'eau de pluie tombée la veille qui se retrouve dans le puits dans lequel le niveau, on observe une montée de niveau. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça. Ce sont les eaux de pluie qui rechargent les eaux souterraines, mais ce n'est pas nécessairement l'eau tombée la veille qu'on va retrouver dans nos piézomètres ou dans nos puits dans lesquels on voit monter le niveau d'eau. Alors, pour développer ce message-là, on va juste regarder rapidement et fixer les idées sur la répartition de l'eau sur la planète. Les eaux souterraines, c'est une partie de l'eau douce qui est contenue sur la planète, et l'eau douce est une partie assez faible de l'eau qui est présente sur notre planète, parce que les océans représentent la grande majorité des eaux de la Terre. L'eau douce, c'est environ 2,5%. Et ces eaux douces, c'est essentiellement des glaciers pour 68%, 69%, et des eaux souterraines pour 30%. Le reste, ce sont les eaux de surface. Et les eaux de surface, en fait, ça représente très très peu de nos eaux douces présentes sur la planète. Donc les eaux souterraines, c'est environ 30% des 2,5% d'eau douce de notre planète bleue. Le reste, ce sont les glaciers. Ces ressources, elles sont reconstituées par l'infiltration dans le sol, des précipitations ou des échanges avec le cours d'eau. Si on regarde d'un peu plus près le cycle de l'eau, l'entrée de ce cycle de l'eau sur les continents, ce sont les pluies. Les sorties, elles sont représentées par l'évaporation, par le ruissellement et la formation de cours d'eau, et par l'infiltration dans les nappes. L'eau atmosphérique représente à peu près 65% de l'eau du cycle de l'eau continental. 24%, à peu près un quart, sont représentés par les eaux de surface et environ 11%
sont stockés dans le sous-sol pour former ce qu'on appelle des aquifères. Alors, vous avez un petit bloc diagramme sur la droite de la diapositive qui nous permet de définir ce qu'est un aquifère. C'est quelque chose dont on entend souvent parler. L'aquifère, c'est ce qu'on va trouver sous le sol. Ce sont les roches ou les horizons du sous-sol qui contiennent de l'eau et qui contiennent de l'eau soit en totalité, c'est ce qu'on va appeler la zone saturée de l'aquifère, ou qui contiennent de l'eau, de l'air et de la roche, et c'est ce qu'on va appeler la zone non saturée. Et donc l'aquifère, c'est constitué d'une zone non saturée, la plupart du temps, et d'une zone saturée qu'on appelle aquifère. Alors je vous propose de zoomer un peu plus, sur ce qu'est la zone non saturée pour voir comment se distribue l'eau dans cette zone non saturée. C'est la zone du sous-sol qui est comprise entre la surface du sol et la surface d'une nappe dite libre. Alors, je suis désolé parce que je dois cliquer 3 fois pour arriver à faire changer mes diapositives. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc la zone non saturée, c'est cette zone dans laquelle on va trouver de la roche, de l'air et de l'eau. On est dans une zone triphasique. Cette zone, comme son nom l'indique, n'est pas saturée d'eau. Et on a donc un profil d'humidité dans la zone non saturée, avec une variation de cette teneur en eau en fonction des entrées et des sorties, les entrées et les sorties pouvant se faire vers le haut ou vers le bas. Elles peuvent se faire vers le haut, notamment dans une zone qu'on appelle la zone d'évapotranspiration, dans laquelle on observe des variations très importantes de la saturation en eau. Et c'est notamment dans cette zone que les racines des plantes vont aller capter l'humidité. Et c'est une zone donc où l'eau peut ressortir via les plantes, via le phénomène d'évapotranspiration. Un peu plus bas, on va trouver une zone de transition en eau est souvent égale à la capacité de rétention du sol. Et cette eau, elle bouge pas en fait. Elle est retenue dans le sol par capillarité. Et donc, c'est une zone où l'eau n'est pas gravitaire. L'eau est retenue dans le sol. Et on va trouver un peu plus bas ce qu'on appelle la frange capillaire, qui est une zone de transition entre la zone non saturée et la zone saturée, qui est en fait la nappe d'eau. Dans cette frange capillaire, on va trouver de l'eau qui remonte par ascension capillaire, qui remonte de la nappe, et de l'eau qui descend par gravité. Alors, quelque chose d'hyper important, c'est qu'on ne peut déclencher un écoulement vers le bas, un écoulement per descendum, que s'il y a une continuité hydraulique qui s'installe dans la zone non saturée, qui s'installe dans différents secteurs de la zone non saturée. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la recharge. La recharge, c'est à partir du moment où on arrive à créer un écoulement du sol vers la nappe. Et on ne créera cet écoulement que si on atteint une certaine teneur en eau. Et cette teneur en eau permet de créer une continuité hydraulique. Et donc, elle permet à l'eau de couler, de percoler de la surface vers la nappe. Et ça sous l'effet gravitaire. Donc, ce concept-là est important. On ne déclenche pas nécessairement de l'écoulement en mettant de l'eau dans le sol ou dans une zone non saturée. Il faut atteindre une certaine teneur en eau dans certains secteurs de la zone non saturée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il pleut, quand la pluie atteint le sol? Déjà, la pluie, lorsqu'elle atteint le sol, il faut qu'elle dépasse le sol, il faut qu'il dépasse une certaine teneur en eau pour créer une infiltration. Une fois que l'eau a traversé le sol, on observe un front d'infiltration, c'est-à-dire que on a la teneur en eau dans la zone non saturée qui va augmenter et qui va descendre petit à petit. Donc ce front d'infiltration descend dans la zone non saturée jusqu'à atteindre la nappe et jusqu'à
créer un écoulement gravitaire du sol vers la nappe. Donc ça, c'est la recharge. On a dans ce sol et dans cette zone non saturée une compétition entre l'eau qui remonte vers l'atmosphère par évaporation et surtout par évapotranspiration, c'est-à-dire le phénomène, le fait que les plantes captent l'eau dans le sol pour l'utiliser pour la photosynthèse, et l'eau qui descend vers la nappe par gravité. Donc cette compétition entre ces écoulements vers le haut et vers le bas crée un effet retard entre l'eau de pluie qui tombe sur le sol et la recharge de la nappe, c'est-à-dire l'arrivée d'eau réelle dans la nappe. Si on regarde ce phénomène à l'échelle de la saison, si là vous avez un bloc diagramme qui représente de manière hypothétique ce que pourrait être un bilan de l'eau et de la recharge sur une saison, une saison hydrologique qui va de septembre à août, ben, on constate qu'il y a pour chaque mois de l'année et chaque volume de précipitation, une partie de cette eau qui est stockée dans le sol, une partie qui repart dans l'atmosphère, dans les plantes, et seulement sur certains mois de l'année, une partie de cette eau qui peut atteindre par infiltration la nappe d'eau souterraine. Et c'est pour cela que ce n'est pas nécessairement parce qu'il pleut en surface qu'on va créer de la recharge. On ne créera de la recharge que lorsqu'on a un flux d'eau qui percole dans la roche pour atteindre l'aquifère et constituer un apport au stock d'eau souterraine qu'il contient. Donc ça, c'est la définition de la recharge de la nappe. D'une manière très générique, on dit que les périodes favorables à la recharge sous nos latitudes de climat tempéré correspondent aux mois de décembre, janvier, février et mars. Au-delà, euh, une grande majorité de l'eau, des précipitations qui tombent dans le sol, sont reprises par la végétation, de sorte que on peut avoir des pluies qui ne créent pas de recharge, qui ne créent pas de montée de niveau de la nappe. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la zone non saturée des aquifères. Si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe en dessous, dans la zone saturée de l'aquifère, alors la zone saturée de l'aquifère, c'est ce qu'on appelle réellement la nappe d'eau souterraine. C'est la partie de l'aquifère où l'ensemble des vides de la roche perméable est occupé par de l'eau et dont toutes les parties sont en liaison hydraulique. Ça, c'est la définition donnée par Marga et Castagni. Ghislain de Marcilly, il ajoutait à cette définition la notion d'écoulement, en disant qu'une nappe, c'est effectivement une nappe d'eau souterraine. C'est une partie de la roche où toutes les saturées par de l'eau, mais aussi où l'écoulement est possible. L'écoulement significatif d'une nappe est possible. Et si l'écoulement est possible, ça veut dire que la captation, il est possible de capter l'eau dans une nappe en quantité appréciable. Donc les eaux souterraines s'écoulent, et elles s'écoulent d'une zone de recharge, qu'on vient de voir, vers un exutoire. L'exutoire, ça peut être une source, ça peut être un captage, ça peut être une rivière, ça peut être un autre aquifère, ça peut être l'océan. Mais en tout cas, on s'écoule d'une zone de recharge vers un exutoire. Et si les eaux s'écoulent, c'est parce qu'il existe un gradient de pression, ces pressions qu'on appelle charge hydraulique. Et là, je vais rentrer dans la loi de Darcy. Alors, la loi de Darcy, il a fondé, il a théorisé l'écoulement des nappes par cette loi qui lie, alors ici, Q, pardon,
c'est un débit, en fait, c'est une vitesse appelée la vitesse de Darcy. Donc, on lie la vitesse de Darcy à un gradient de charge. Donc, c'est-à-dire que les eaux s'écoulent sous l'effet d'un gradient et en fonction de ce qu'on appelle un coefficient de perméabilité. Ce coefficient de perméabilité ou conductivité hydraulique a été défini par Darcy comme la propriété par un corps, un horizon, la propriété d'un horizon de se faire traverser par de l'eau. Et ce coefficient de perméabilité, il est exprimé en mètres par seconde. Donc, il peut être assimilé à une possible vitesse de l'eau dans l'aquifère. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pour deux choses. Déjà, pour vous dire que quand on mesure le niveau d'eau dans un aquifère, en fait, on ne mesure pas un réel niveau, on mesure une charge hydraulique. Et il se trouve que lorsqu'on est sur une nappe dite libre, c'est-à-dire les premières nappes qu'on va rencontrer dans le sous-sol, le niveau de cette nappe, il est en équilibre avec la pression atmosphérique. Donc, dans ce cas, et seulement dans ce cas, la charge hydraulique, qu'on mesure avec un piézomètre, est égale au niveau d'eau dans la nappe. Mais ce qu'on mesure bien, c'est une charge hydraulique, c'est une pression qu'on mesure. Quand on se retrouve dans des aquifères dits captifs, c'est-à-dire qui sont limités de part et d'autre euh, en surface et ce qu'on appelle le toit et le mur par des horizons imperméables, le niveau théorique, le niveau dit virtuel de la nappe, il va être au-dessus du réel toit de la nappe. Et en fait, c'est parce qu'on mesure une pression, c'est-à-dire qu'on a une pression supérieure à la pression atmosphérique. Et si on vient percer cet aquifère euh, au niveau 3, par exemple, qui est figuré ici, ben, vous allez avoir ce qu'on appelle une nappe jaillissante, une nappe artésienne, tout simplement parce que la pression dans l'aquifère est supérieure à la pression atmosphérique. Et il se trouve dans ce cas-là, le niveau virtuel de la nappe, il est au-dessus de la topographie. Et donc, vous allez avoir des nappes jaillissantes. Donc, là, ce qui me semble important, enfin, ou ce que je voudrais que vous teniez, c'est que le niveau mesuré dans un piézomètre, c'est en réalité une pression. C'est une pression d'eau qu'on mesure. C'est une charge hydraulique. Alors, les vitesses de circulation de la molécule d'eau. Donc, je vous ai parlé du coefficient de perméabilité et je vous ai parlé aussi de l'infiltration dans la zone non saturée. Il y a des études qui s'intéressent aux vitesses de circulation réelles de l'eau dans ces différents compartiments, c'est-à-dire dans la zone non saturée des aquifères et dans les zones saturées des aquifères. Dans les zones non saturées, les vitesses d'infiltration qu'on peut relever dans la bibliographie varient en fonction du type de nappe, d'1 mètre par an dans la craie de Champagne, par exemple, 1 mètre par mois dans les calcaires de Beauce, 1 mètre par jour dans des alluvions, ou des fois plusieurs dizaines de mètres à l'heure dans des terrains très fissurés de type karstique, où là, on a vraiment des zones préférentielles d'écoulement, où là, les vitesses de circulation peuvent être rapides. Mais les vitesses de circulation de l'eau, de la molécule d'eau, peuvent être très lentes. Retenez 1 mètre par an. Quand vous avez une zone non saturée qui fait 20 mètres d'épaisseur dans la craie, par exemple, bah, la molécule d'eau, à partir du moment où il pleut, peut mettre plus de 20 ans à atteindre la nappe. 20 ans, ça peut commencer à être long. Les perméabilités dans un aquifère peuvent être aussi assez faibles. Je vous ai mis quelques valeurs de perméabilité. Dans des graviers, on serait à 0,3 mètres par seconde. Donc là, on atteint effectivement des vitesses, si on ramène ça à l'année, qui peuvent être de plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres par an. Dans la craie, on relève des perméabilités de l'ordre de 10-6 mètres par seconde. Là, on est sur des vitesses de circulation, si on ramène à l'année,
à quelques mètres par an. Donc, si vous mettez déjà plusieurs dizaines d'années à traverser une zone non saturée, et qu'ensuite vous avez des vitesses de circulation théorique de l'eau dans la nappe qui sont de l'ordre du mètre ou 5-6 mètres par an, ben, vous comprenez bien que les eaux qu'on va retrouver dans les aquifères peuvent être très anciennes. Et c'est ce qu'on va appeler le temps de séjour. C'est le bloc diagramme que vous voyez sur la droite, avec grandes, quelques grandes idées enfin, ou grands chiffres plutôt, sur les temps de séjour théoriques de l'eau dans les aquifères. Donc, sur des aquifères à nappe libre, on est sur des eaux qui peuvent avoir plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et plus on va descendre dans les aquifères profonds, et plus on va avoir des eaux anciennes, qui peuvent être de l'ordre du siècle, voire des millénaires, dans les aquifères multicouches des grands bassins sédimentaires. Si vous allez en l'Éocène sous Bordeaux, par exemple, on parle de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années euh, pour des eaux qu'on va capter profondément sous Bordeaux, par exemple. Donc ça, c'est le temps de séjour. Et c'est ce qui figure, du coup, le stockage de l'eau dans le milieu souterrain. On a bien un stockage à l'échelle humaine. On va aller stocker de l'eau pour plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, plusieurs siècles, plusieurs millénaires pour les aquifères les plus profonds. Donc ça, c'est le côté capacitif des eaux souterraines. Alors, la molécule d'eau, elle n'est pas la seule à transiter. Il y a aussi la pression. Et on peut aisément comprendre, si on se figure l'aquifère comme étant une grosse seringue, lorsque vous avez une seringue d'eau, remplie d'eau, et que vous appuyez sur le piston, bah, vous avez à l'autre bout du piston, à l'autre bout de la seringue, vous allez avoir une sortie d'eau. Si je mets un manomètre à l'autre bout de la seringue, bah, vous verrez que la pression que je viens exercer en entrée via le piston, bah, elle va se répercuter par une augmentation de la pression en sortie. Et pourtant, ce n'est pas l'eau en contact ou la molécule d'eau en contact avec le piston que je vais retrouver directement en sortie de ma seringue. Il va falloir que je fasse passer toutes les autres molécules d'eau contenues dans ma seringue avant de faire sortir ma, euh, ma molécule d'eau en contact avec le piston. Pourtant, j'ai bien une augmentation de la pression. Alors souvenez-vous que je vous ai dit que ce qu'on mesure via un piézomètre, c'est une pression. On va mesurer cette pression. Si je prends un peu le même bloc diagramme que je vous ai montré précédemment et que j'y applique une recharge dans la zone qu'on va appeler la zone de recharge, et ce qui est souvent la zone où la nappe est libre, c'est-à-dire où le niveau de la nappe est en équilibre atmosphérique avec l'atmosphère. Donc là, j'ai la possibilité d'avoir une recharge, c'est-à-dire les molécules d'eau qui vont transiter via la zone non saturée vers les aquifères. Et donc ça, je vais avoir une augmentation de pression. Cette augmentation de pression que je vais venir exercer à mon point A de mon bloc diagramme, ben, sur le même modèle que ma seringue, en fait, je vais pouvoir mesurer cette augmentation de pression dans les différents points, les différents piézomètres qui viennent traverser ma nappe. Et donc, je vais pouvoir observer une augmentation de cette pression qui peut se traduire par une augmentation du niveau de la nappe ou une augmentation du débit en rivière ou une augmentation de la pression lorsque ma nappe est artésienne. Mais ce n'est pas la goutte d'eau que j'ai eue en A que je vais retrouver dans mon artésianisme mesuré en B. Pourtant, je vais bien retrouver une montée de niveau due à la pluie qui est tombée
dans ma zone dans ma zone de recharge. Donc là, c'est l'onde de pression qui se propage dans l'aquifère. Et les ondes de pression, elles se propagent, alors en fonction du type d'aquifère, elles se propagent malgré tout beaucoup plus rapidement que la molécule d'eau. Donc là, on a déjà une différence de vitesse entre la circulation de mon eau et la circulation de mon onde de pression dans l'aquifère. Donc ça, c'est l'effet piston. Et c'est important d'avoir ça en tête aussi, l'effet piston. Donc, on stocke de l'eau, mais on a la capacité de propager des ondes de pression dans l'aquifère. Donc, on a ces ondes de pression, ces coups de pression étant dus à des phénomènes de pluie, à des phénomènes de recharge. Donc, on a la capacité d'enregistrer les phénomènes de recharge, les phénomènes de pluie, sans nécessairement faire circuler de l'eau, enfin, faire transiter de l'eau jusqu'au point où on va mesurer cette pluie. Alors, je vous ai dit à plusieurs reprises que ces coefficients de perméabilité, enfin, ce coefficient de perméabilité, ces zones de recharge, etc., elles sont dépendantes du contexte géologique et du contexte hydrogéologique. Et donc, de la géologie dépend le fonctionnement des nappes d'eau souterraines. De géologie, si on peut caricaturer ou de manière très générique, on va retrouver des nappes constituées de gravier, des nappes constituées de sable, d'autres qui vont être constituées de craie, d'autres de calcaire, alors plus ou moins karstique, c'est-à-dire avec plus ou moins de fissures, plus ou moins de conduits qui sont en capacité de conduire de l'eau. On va retrouver des roches volcaniques et des roches granitiques. Et tout ça, ça s'organise au niveau des territoires en fonction du passé géologique, de l'histoire géologique notre, euh, de notre territoire. On va retrouver des grands bassins sédimentaires, dans lesquels, bassin parisien, le bassin aquitain, dans lesquels on va retrouver des aquifères constitués de formations sédimentaires, c'est-à-dire de gravier, des sables, de la craie, des calcaires. Et on va retrouver des zones dites de socle. Donc, c'est ce que vous trouvez dans le Massif central, ce que vous trouvez en Bretagne, où là, on va trouver des roches, plutôt les roches volcaniques et les granites. Comme de la géologie dépend le fonctionnement des nappes d'eau souterraine et qu'on suit le fonctionnement de ces nappes à travers des piézomètres qui mesurent les évolutions de pression dans ces différents systèmes, ben, vous allez avoir, c'est ce qui est représenté ici sur votre droite, vous allez avoir des évolutions de niveau des nappes, des évolutions de pression de nappes différentes en fonction du type d'aquifère. On montre ici l'aquifère sédimentaire avec des cyclicités saisonnières et pluriannuelles. C'est-à-dire qu'on va retrouver les périodes de recharge et les périodes de décharge euh, lorsqu'on va suivre le niveau de la nappe dans l'année. Vous avez d'autres aquifères dans lesquels on ne va pas retrouver ces périodes saisonnières, ces fluctuations saisonnières, notamment dans la craie, les calcaires de bosse, qui ont vraiment des fonctionnements très inertiels. Et vous avez d'autres systèmes, notamment les karsts, qui vont très bien répondre à chaque fois que vous allez avoir une pluie, vous allez avoir une modification du niveau piézométrique. Je vous montre quelques exemples qui me semblent intéressants. Je suis allé chercher ça dans Météonap, hein, donc je vous mets le lien ici. Météonap, c'est l'outil web que nous développons pour mettre à disposition en temps réel les informations sur les nappes. Et je vous montre ici un exemple de suivi piézométrique dans les calcaires et dolomies en Sèvres niortaise, au nord du bassin parisien. Et sur le diagramme sur la droite ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous avez en bleu clair les phénomènes de pluie, les cumuls de pluie journaliers, et en bleu un peu plus foncé, le niveau de la nappe mesuré à proximité de la station météorologique. Sans rentrer dans le détail, il est intéressant de constater que certaines pluies engendrent une montée du niveau de la nappe avec un certain délai, le temps, donc tout ce que je vous ai expliqué avant, hein, le temps que
le phénomène de recharge se met en place, qui est continuité hydraulique dans la zone non saturée, qui permet la création d'un écoulement gravitaire. Et vous avez d'autres pluies qui ne créent pas de montée de la nappe. Et vous voyez, à partir de mars 2024, ben, on a des cumuls de pluie qui ne créent pas de montée de la nappe et d'autres cumuls de pluie pour lesquels on a une réponse de l'aquifère avec un certain délai. Et donc ça illustre bien le phénomène de recharge et le phénomène, ce qui peut se passer dans les sols et dans la zone non saturée. J'ai dû mettre un autre exemple. Voilà, là on est dans la craie du Cénoturonien dans le bassin versant de la Somme. Eh bien ici, vous avez un signal qui est beaucoup plus amorti. Là, je dois être sur les 10 dernières années. On a des fluctuations saisonnières de la nappe, mais on ne vient pas, à chaque pluie, modifier le niveau piézométrique. Donc vous avez des fonctionnements très différents en fonction de la géologie du sous-sol. Alors, je vous montre ici, et je trouve que c'est un bon exemple, c'est le bulletin de situation des nappes euh, que nous, euh, que nous mettons à disposition de manière mensuelle et qui représente le niveau des nappes et qui donne une idée de l'évolution de ces niveaux, des tendances d'évolution en cours. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail. Vous avez le bulletin de situation des nappes pour les mois de mai 2022, 2023 et 2024. Le bulletin de situation des nappes de juin 2024 est présenté aujourd'hui. Donc, moi, je ne pouvais pas vous en faire l'exclusivité, puisqu'il est présenté officiellement aujourd'hui euh, aux instances qui s'occupent de la gestion des nappes. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que à l'échelle territoriale, à l'échelle l'ensemble du territoire national, hexagonal, euh, est soumis finalement aux mêmes évolutions climatologiques. Et pourtant, les nappes ne réagissent pas de la même façon. Si on regarde la Bretagne, par exemple, la Bretagne était dans des niveaux modérément bas au 1er mai 2022 et elle est passée sur des niveaux modérément hauts 1er mai 2023 et on était aussi en niveau modérément haut en mai 2024. Si je regarde les Yvelines, elle était en jaune au 1er mai 2022, elle est restée en jaune au 1er mai 2023 et aujourd'hui on a plutôt l'ensemble des nappes qui sont avec des niveaux plutôt moyens voire hauts, bah, les Yvelines. Alors, je parle d'Yvelines parce que j'ai des formations, mais en fait, c'est la nappe de Bosse. Hein. Reste, et je vous ai montré que c'était une nappe qui était très inertielle, reste dans des niveaux plutôt bas, malgré les grosses quantités de pluie qui ont pu tomber ces derniers mois, avec cette grosse période de recharge à laquelle on a assisté durant cet hiver 2024. Alors, la molécule d'eau n'est pas la seule à transiter. Hein. Il y a la pression, mais il y a aussi les polluants. Alors, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais c'est important de comprendre que lorsqu'une eau s'infiltre vers les eaux souterraines, elle peut entraîner avec elle des molécules, soit directement des molécules solubilisées dans l'eau, soit des molécules adsorbées sur des particules qui transitent avec l'eau. Donc ça, on appelle ça le transfert de polluants ou le transport de masse. Alors ce transport, il peut être soit réactif, soit non réactif, selon si les molécules réagissent ou non avec la phase solide de l'aquifère. Donc si les molécules ne réagissent pas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la molécule est dans l'eau, bah, elle reste telle qu'elle est, on appelle ça du transport non réactif. On peut penser au nitrate, au perchlorate, à la chlordécone par exemple, qui sont des molécules qui réagissent assez peu, bien que les nitrates est un cas à part. Il y a des phénomènes de dénitrification, etc. Mais les nitrates, à partir du moment où ils sont rentrés dans la nappe, c'est-à-dire dans la zone non saturée, là, ils bougent beaucoup moins. D'autres molécules sont beaucoup plus réactives et peuvent s'absorber, se dégrader plus ou moins et plus ou moins complètement. Donc ça pose beaucoup de problèmes. C'est le cas notamment des polluants organiques
qui créent des métabolites. On pense tout de suite aux pesticides, mais il y a aussi les médicaments, etc. Toutes ces molécules réactives qui nous embêtent énormément. On appelle ça le transport réactif. Et ça devient très difficile lorsqu'on veut faire des prédictions, des projections, et qu'on s'intéresse au devenir de ces polluants. Ça devient très difficile de travailler sur cette question-là et d'arriver à prendre en compte tous ces phénomènes-là. Pour illustrer cela, je vous montre quelque chose qui me semble très intéressant. Ce sont des profils de teneur en nitrate dans la zone non saturée de la craie et des grès anglais. Donc il y a un énorme travail qui a été fait par le BGS sur les 30-40 dernières années, où ils ont fait un certain nombre de forages dans les zones non saturées de leurs aquifères et ils sont allés mesurer les concentrations en nitrate. Et donc là, l'exemple que je vous donne, on est dans la craie et vous voyez le profil de teneur en nitrate dans la zone non saturée, où en 1979, vous aviez un pic de nitrate plutôt sur les premiers mètres, donc à 2-3 mètres. Ils sont revenus en 81, ils ont montré que ce pic de nitrate ou cette zone de forte concentration en nitrate était descendue pour atteindre à peu près 4 mètres. Ils sont revenus en 1990 et ils ont montré que non seulement on avait un amortissement de ce front nitraté dans la zone non saturée et qu'il était descendu jusqu'à 7-8 mètres de profondeur. Et on peut calculer comme ça une vitesse de transfert des nitrates dans la ZNS. Et sur l'ensemble des zones non saturées qui ont été explorées par le BGS en Angleterre, ils ont calculé des vitesses qui allaient de 0,7 à 2 mètres par an. On a un peu le même type de travail qui avait été fait dans les zones de craie, où on atteint des vitesses de transfert des nitrates dans la zone non saturée, à peu près 0,5 mètres par an. Donc quand on met en place une mesure de réduction des intrants dans une zone de craie, avec une zone non saturée qui fait entre 20 et 30 mètres d'épaisseur, et où l'on sait que les vitesses de transfert des nitrates seront d'à peu près 0,5 mètres par an, et que on mesure les concentrations en nitrate à l'exutoire de cette nappe de la craie ou dans des piézomètres qui sont dans la zone non saturée, vous savez déjà que vous ne verrez le résultat en termes de baisse potentielle de concentration en nitrate dans votre nappe qu'après le transfert de l'ensemble de ces nitrates à travers toute la zone non saturée. Et donc, si vous avez 20 mètres à 0,5 mètres par an, il y a minimum 40 ans d'attente avant de voir les résultats en sortie de zone non saturée. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Le transport de masse peut être très lent. Et il sera d'autant plus lent que les molécules s'absorbent, sont retenues par le sol et les phases solides du sous-sol. Alors, quelles conséquences pour la gestion des ressources, de tout ce que je viens de vous dire? Lorsqu'on fait de la gestion quantitative, il est très important de prendre en compte l'inertie des nappes. L'inertie des nappes pour anticiper les sécheresses, pour anticiper les inondations. Et là, on a en tête les transferts de pression, on a en tête l'effet piston. C'est par exemple le cas lorsqu'on fait des études d'anticipation de la sécheresse, lorsqu'on fait des études d'impact du changement climatique. Il faut bien prendre en compte cette inertie des nappes. Je vous mets ici un extrait de ce qu'on peut trouver sur le site Météonap, qui est une prévision saisonnière de l'évolution des niveaux piézométriques à un point que je vous ai rappelé ici. Toutes ces projections, le modèle qui tourne derrière, prend en compte cette problématique d'inertie des nappes. Lorsqu'on fait de la gestion quantitative, il faut toujours penser à qu'on mesure une charge hydraulique au piézomètre et qu'on ne mesure pas un volume d'eau dans l'aquifère. Et donc ça, c'est important lorsqu'on fait notamment des études de volume prélevables. À l'inverse, on peut se dire que cette capacité des nappes à stocker de l'eau et à restituer des signaux avec un certain délai, ça peut des fois être bénéfique, notamment pour fournir de l'eau pendant des périodes où on n'en a plus en surface, par exemple, pendant les périodes d'étiage. Et là, on peut penser aux études de recherche maîtrisée des aquifères, c'est-à-dire stocker de l'eau en nappe pour la restituer dans les périodes où on en a le plus besoin, et qui sont souvent les périodes estivales, où on manque de pluie et on manque d'eau de surface. Euh,
Donc, le gros message, ou ce que j'espère vous avez compris, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a une gestion quantitative des nappes qui est basée sur nos mesures piézométriques. Elles sont basées sur ces seuils. Donc, on fait une gestion surtout en considérant les transferts de pression. Mais on ne prend pas forcément beaucoup ou pas assez en compte les temps de séjour de l'eau dans les aquifères. Et ça a aussi des implications lorsqu'on gère de la qualité des eaux souterraines, où il faut absolument prendre en compte les temps de transfert des polluants. Et je vous ai montré que ces temps de transfert, ils pouvaient être lents, longs. Euh, et donc, c'est prendre en compte les temps de transfert des polluants, des lieux d'émission des polluants vers les captages. Je vous mets ici un exemple d'une modélisation de l'évolution des concentrations en nitrate. On est dans les Côtes d'Armor. C'est une étude qui commence à dater un peu, mais qui est intéressante, où via un modèle de transfert des nitrates dans dans la nappe, on a pu simuler différents scénarios de prise de mesure en surface et montrer que oui, certaines mesures via le modèle euh, pouvaient avoir un effet sur la qualité de la nappe, mais à des échéances qui pouvaient être relativement longues. Je cite aussi la problématique des polluants interdits. Et comme on peut stocker dans la nappe un certain nombre de polluants, les polluants réfractaires, et que les exutoires de la nappe peuvent être des rivières, on peut très bien expliquer la présence dans les rivières de polluants qui ne sont plus utilisés depuis des décennies en surface. En fait, la nappe peut être un vecteur de pollution ancienne vers les eaux de surface. C'est le cas, par exemple, des perchlorates. Dans certains secteurs où les perchlorates ne sont plus utilisés depuis longtemps, depuis le milieu du siècle dernier, on va retrouver ces perchlorates dans les eaux de surface, tout simplement parce que dans certaines périodes de l'année, les eaux souterraines chargées en perchlorate alimentent ces eaux de surface. Et donc, si elles les alimentent en eau, on a aussi potentiellement un transfert de polluants anciens ou d'usage aujourd'hui interdit, comme l'atrazine par exemple. Donc, je reviens à mon message initial et j'espère vous avoir alors convaincu, je ne sais pas si c'est convaincu, mais que vous pourrez maintenant bien comprendre que ces propriétés d'inertie et ces propriétés de stockage des eaux sont importantes et sont importantes à prendre en compte. Et donc, gardons en tête ces différents processus dans toutes nos opérations, que ce soit nos opérations de recherche, nos opérations d'expertise, nos opérations de gestion ou nos opérations de législation en lien avec les eaux souterraines, avec les nappes d'eau souterraines. Et je crois que j'en ai fini et je vous remercie pour votre attention. Je sais pas, j'ai peut-être été un peu long. Merci, Monsieur Lopez. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on a une question de compréhension sur le fonctionnement des bassines. Si l'on prélève de l'eau en période hivernale, pendant la phase de recharge des nappes, on pourrait s'attendre à ce que le niveau Des nappes en été. des nappes en été soit plus bas. Qu'en est-il? Dans quelle mesure cela dépend du type d'aquifère? Avec quelle explication physique? Oui, alors c'est une très très bonne question. Euh, donc ces retenues de substitution, qu'on appelle bassines ou méga-bassines, elles peuvent être remplies de différentes manières, mais lorsqu'on les remplit en hiver par de l'eau souterraine, toute la question et toute la bonne question, c'est de savoir déjà si on a la capacité ou si les eaux souterraines qu'on compte prélever en hiver, est-ce que les niveaux d'eau hivernaux dans les eaux souterraines permettent le prélèvement pour remplir les bassines? Donc ça, c'est la première question. On a des seuils de gestion, hein. Si les seuils sont trop bas, ben, on peut se retrouver certains hivers avec des eaux souterraines qui ne sont pas en capacité réglementaire de fournir de l'eau pour remplir les retenues de substitution. Et l'autre question sur laquelle on a travaillé un petit peu, c'est quel est l'impact déporté du prélèvement des eaux souterraines en hiver sur notamment les rivières en été qui sont soutenues
dont les débits sont soutenus par ces eaux souterraines. Lorsqu'il s'agit de nappes d'accompagnement, de nappes dans les alluvions, par exemple, de nappes d'accompagnement des rivières. Et donc ça, c'est hyper dépendant des contextes hydrogéologiques, géologiques et hydrogéologiques. Et on n'a pas de réponse générique. On ne peut pas dire c'est bien ou pas bien. Ça, c'est pas possible. On peut dire, dans certains secteurs, dans certains territoires bien connus, sous conditions de recharge suffisantes pendant l'hiver, eh bien, peut-être que certains secteurs, finalement, il vaut mieux aller prélever de l'eau dans la nappe d'accompagnement de la rivière en hiver pour la mettre dans une bassine, plutôt que de la prélever en été dans la rivière, directement à la rivière. Donc ça, c'est un cas qui peut être possible, où on montre que le débit de la rivière sera meilleur si on fait ce système-là que si on va prélever directement en rivière. Il peut y avoir d'autres cas où l'idée est très mauvaise, où en fait ça marche pas du tout. Parce que la nappe a une dynamique telle que si on prélève dans la nappe en hiver, en fait on assèche, oui c'est ça, si on prélève dans la nappe en hiver, on va assécher la rivière en été, qui est normalement soutenue par la nappe. Mais il n'y a pas de réponse générique. On ne peut pas dire c'est bien ou pas bien. Ce qu'on dit nous, c'est il faut bien avoir connaissance du fonctionnement global du système Salut, Brésil. pouvoir anticiper les, euh, les différents, les différents contextes et les différentes configurations. Alors, j'ai une autre question. Pouvez-vous aussi promouvoir l'application Infonap du BRGM, très utile pour tout citoyen sans nécessairement être hydrologue? Oui, alors l'idée, c'est bien de diffuser au grand public avec toute la complexité, hein. Vous voyez, tous les processus ne sont pas spécialement simples à avoir, mais le bulletin de situation des nappes, lui, est destiné au grand public, hein, au même titre qu'on fait une météo climatique. Notre ambition, c'est bien de pouvoir avoir une météo des nappes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelait ça météo nappe. Et avec édition du bulletin de situation des nappes. Et on essaie de faire quelque chose le plus facilement compréhensible et intelligible par tous. Ce qui, bon, voilà, la vulgarisation n'est pas forcément quelque chose de simple. Non, ça. Alors, j'ai quelqu'un qui a réagi aussi, qui disait que l'eau d'une bassine est très sensible aux différentes sources de pollution superficielle. Oui, alors il y a beaucoup, ça pose beaucoup de questions, les bassines, hein. Enfin, ça pose des questions. Il y avait la question de l'évaporation, par exemple. C'est sûr qu'une eau, lorsqu'elle est dans une nappe, ne s'évapore plus. Et mettre une eau de nappe dans une retenue à l'air libre, ben, on va favoriser l'évaporation. Donc ça, c'est bon, voilà une question, hein, il y a des bilans à faire. Et il y a effectivement le fait que cette eau-là est soumise plus facilement à ce qu'on appelle la dérive, c'est-à-dire le fait que des polluants soient transportés par des retombées sèches ou humides, des retombées atmosphériques. Et si je le cite, je ne veux surtout pas rentrer dans cette question-là, mais l'une des plus grosses questions qui est posée, c'est le fait euh, de ne rendre plus disponible une eau, ou alors de capter l'eau pour un petit groupe, alors que lorsqu'elle est dans une nappe, par exemple, normalement, elle est au bénéfice de l'ensemble de la population. Donc on est sur aussi des conflits d'usage derrière. Alors, il y a une autre question qui est comment arrivons-nous à faire des cartes sur l'état des nappes à un temps T? Pour faire votre exemple au 1er mai 2022, 2023 et 2024, sachant que nous avons des nappes profondes qui vont réagir différemment des nappes de surface. Oui, alors c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Sur le bulletin de situation des nappes, ne sont pour l'instant représentées que les premières nappes, que les nappes de surface. On n'a pas encore trouvé le meilleur moyen de pouvoir représenter des superpositions de nappes. C'est vraiment compliqué. Euh,
c'est en fait projeter du 3D sur une carte en 2D. Je sais que j'ai pas mal de mes collègues qui s'y arrachent les cheveux pour essayer de trouver la meilleure représentation possible et donc représenter effectivement l'empilement plutôt que de ne représenter que la première nappe. C'est un vrai challenge, ouais. Si vous avez des bonnes idées. J'ai une autre question justement sur ces cartes. Il y a quelqu'un qui me demande si, donc on voit les Alpes en gris, est-ce qu'il n'y a pas assez de mesures piézométriques dans les Alpes? Est-ce que les fonctionnements des nappes ils sont différents qu'en zone de plaine? Oui, alors on a des zones, on a encore des zones, j'allais dire d'ombre, hein. On a des secteurs pour lesquels on n'a pas forcément de suivi des nappes et où on ne peut pas faire ces calculs. On a aussi, alors dans les Alpes, on va avoir des nappes, euh, des contextes très particuliers, hein, dans des horizons très fracturés, fissurés, très mouvementés, avec des circulations assez compliquées et du coup des nappes de petites dimensions qui vont même pouvoir correspondre à des bassins morainiques ou des choses comme ça, qui ne sont pas forcément alors, bien suivies, bien connues et pour lesquelles le calcul de tendance notamment est assez compliqué. Il nous faut, pour pouvoir calculer des tendances, il nous faut un bon recul et un suivi euh, assez constant des eaux souterraines. Et il y a certains secteurs où on n'a pas les données suffisantes et ou la connaissance suffisante pour pouvoir produire ces cartes de situation de nappe. Alors j'ai une autre question. Qu'est-ce qui explique les phénomènes de perte et résurgence dans le quartz? Dans le karst, Quartz. Ouais. alors le karst, ce sont des aquifères tout à fait spécifiques qui présentent la particularité dans lequel l'eau, lorsqu'elle est chargée en dioxyde de carbone, a la capacité de dissoudre la roche dans laquelle elle circule. Alors, on n'est pas sur la vitesse d'une aspirine qui se dissout dans l'eau, mais malgré tout, sur les temps géologiques, le calcaire est dissous par l'eau, et l'eau va créer des circulations préférentielles et va finir par créer des conduits qu'on appelle des conduits karstiques. Certains sont visitables et très connus, hein, ce sont les cavités, les grottes qui des fois sont ornées. Et lorsque l'eau circule dans ces conduits karstiques, ben, des fois elles peuvent euh, ressurgir à la surface parce qu'il y a une différence de perméabilité entre deux niveaux, deux horizons. On peut avoir un horizon calcaire très perméable qui repose sur des marnes, par exemple, qui sont très peu perméables. Donc l'eau, lorsqu'elle va rencontrer ces marnes-là, euh, ne va pas y pénétrer, mais va s'écouler de manière plutôt horizontale. Et lorsque ces écoulements horizontaux sont recoupés par la topographie, là, vous avez création de résurgence de sources qui peuvent avoir des débits assez formidables, hein. On pense notamment à la source du Vaucluse, qui a des débits, pour les débits parmi les plus importants qu'on peut retrouver en Europe, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais ces aquifères karstiques sont vraiment passionnants pour l'hydrogéologue parce que on va avoir des circulations matricielles, donc des circulations très lentes dans les blocs sains de calcaire. On va avoir des circulations plus rapides dans des fissures et des circulations qui ressemblent carrément à des rivières souterraines dans les conduits karstiques. Et on retrouve, lorsqu'on suit une source karstique, et si vous suivez les débits dans le temps d'une source karstique, vous allez pouvoir retrouver euh, toutes ces circulations différentielles exprimées dans le signal de débit. Et vous allez voir des pics très rapides, des pics de crue sensibles à la pluie immédiatement. Vous allez avoir un signal très amorti en fond qui correspond à la porosité de matrice, on dit à la circulation vraiment dans le bloc sain. Et voilà, et les travaux qui sont faits dans le car sont vraiment intéressants pour ça, pour bien comprendre comment l'eau circule, comment la pression circule, comment les polluants circulent, et comment tout ça peut circuler à des vitesses différentes. Alors j'ai deux autres
questions qui sont arrivées. Quel impact de l'augmentation de la pression sur la productivité d'un fourrage? Pardon, j'ai été un peu coupé. Quel impact de l'augmentation de la pression sur la productivité d'un fourrage? Alors, normalement, si on augmente la pression, on va augmenter le niveau, voire le débit potentiellement exploitable à un forage. Donc, on a malgré tout, même si on est sur du transfert de pression, euh, on fait rentrer plus d'eau dans le système, donc avec une plus grande capacité d'exploitation. Et la question qui suit, c'est les pollutions suivent-elles toujours le sens d'écoulement de l'eau ou y a-t-il des phénomènes de diffusion pour pollution soluble ou de sédimentation pour pollution absorbée qui peuvent entrer en jeu? Ouais, ouais, alors je ne suis pas rentré dans le détail parce que on peut passer beaucoup de temps sur les phénomènes de pollution. Donc oui, hein, il y a d'autres phénomènes, hein, les phénomènes de diffusion, on peut avoir aussi de la stratification, hein, les hydrocarbures, comme un hydrocarbure qu'on mettrait dans de l'eau, enfin dans un verre d'eau, il resterait au-dessus. Dans une nappe, c'est pareil, hein, les hydrocarbures vont plutôt avoir tendance à surnager dans la nappe. Euh, Vous avez des phénomènes de diffusion, des phénomènes d'absorption. Euh, des phénomènes euh, de dégradation. Donc, un panache de pollution va avoir tendance à se déformer en suivant l'essence d'écoulement, mais avec à la marge tout un tas d'autres phénomènes dans lesquels je ne vais pas rentrer là, mais qui peuvent modifier. Alors souvent, on est plutôt sur du ralentissement et de la stratification, c'est-à-dire qu'on va ralentir la migration des polluants euh, comparé à la molécule d'eau. Euh, donc ralentir et parfois atténuer si on a de la dégradation. Alors, toujours sur ces questions de polluants, sait-on nettoyer une nappe après largage d'une pollution accidentelle? Ah, c'est une bonne question, hein. Ça serait tellement bien. Euh, il, il- il y a, alors ça dépend du type de pollution déjà. C'est-à-dire que toutes les pollutions ne sont pas facilement alors, nettoyables ou traitables. Euh, il y a des opérations traitement, de traitement des eaux in situ en, en modifiant, en injectant dans l'aquifère un certain nombre de réactifs pour aller dégrader in situ euh, les polluants. Euh, Ce qu'on fait aussi souvent lorsque vous avez une pollution, un panache de pollution bien identifié, qui est en train de migrer vers des captages d'eau potable, euh, on fait des bourrelets piézométriques, c'est-à-dire que on va artificiellement monter la pression de l'aquifère entre le panache et le lieu de captage pour arrêter l'écoulement du panache et contenir, par ce bourrelet piézométrique, contenir le panache et pour pas qu'il vienne polluer les captages d'eau et souvent les captages d'eau potable. Après, on a quand même tout un tas. Alors, on parle beaucoup de polluants dits éternels, hein, les polluants réfractaires. Alors, on parle des PFAS, hein, les molécules perfluoroalkylées. Là, clairement, on a des travaux de recherche, même au BRGM actuellement, des travaux européens, où on essaie de voir s'il est possible, via des mousses et des champignons, s'il est possible de traiter plutôt des sols qui seraient contaminés euh, par ces différentes molécules. Bon, il y a des choses qui se font, mais pas à l'échelle d'un aquifère régional, par exemple. Ça, c'est pas possible. On est plutôt sur du traitement in situ de sol, par contre, de sol pollué à l'échelle d'une parcelle, à l'échelle d'un site industriel, par exemple. Alors, j'ai deux questions concernant Météonap. Alors, la première, c'est est-ce que l'outil Météonap est accessible à tous ou interne au BRGM?
Alors, il est accessible à tous. Il est accessible au grand public. Vous pouvez vous inscrire et demander voilà, il suffit juste de demander un mot de passe et c'est accessible à tous, c'est gratuit. En revanche, le grand public n'a pas nécessairement accès à tous les points parce qu'il y a certains points qui sont encore en développement et pour lesquels, parce que derrière MétéoNAP derrière chacun des points tourne euh, un modèle pluie niveau, hein, pluie niveau piézométrique. Et donc, pour les points qui sont en développement, là, vous n'y aurez pas accès. Là, seul le BRGM et les hydrogéologues du BRGM qui travaillent sur le développement, le calage, etc., tous ces modèles y ont accès. Mais oui, oui, c'est accessible à tous. Et est-ce qu'il y a plus de piezo prévus à l'avenir en prévision? Oui, alors c'est l'ambition, hein. On a signé en mars 2023 notre contrat d'objectifs de moyens et de performance avec l'État et les agences de l'eau. Dans ce contrat d'objectifs du BRGM, il est bien indiqué et clairement indiqué l'ambition d'enrichir et de déployer l'outil MétéoNAP sur le plus de points possible avec un objectif chiffré qui est dans ce contrat d'objectifs à 600 points pour les 5 ans à venir, enfin, sur la durée de notre comp. Donc, euh, on travaille à l'enrichissement pour atteindre 600 points en 2027, ça va être. Alors, est-ce qu'on atteindra l'objectif? On l'espère, hein, mais faut savoir qu'à chaque fois, comme je vous l'ai dit, il y a un modèle qui tourne derrière chacun des points. Donc, il faut développer ce modèle et voilà, il faut donc du temps, des moyens, de la ressource humaine pour faire tout ça. Mais l'idée, c'est bien de déployer ça au plus grand nombre. 2 points. Alors, j'ai encore une autre question. Lorsque le sol est très sec, l'eau de la zone non saturée, voire de la zone saturée, peut-elle remonter par capillarité? Et Oui. si oui, quel ordre de grandeur, de distance remontée? Alors, l'ordre de grandeur, je ne sais pas. Mais oui, la capillarité, je crois que je l'ai pas dit, mais je l'avais écrit quand je vous parlais qu'il y avait un phénomène de compétition. Il y a compétition entre l'évapotranspiration, le gravitaire, mais aussi la capillarité, hein. Donc en fait, ce sont tous les phénomènes de succion. Et une eau capillaire, elle est, elle bouge pas, quoi, hein. Enfin, les forces de capillarité peuvent être vraiment énormes. Et donc, oui, on peut avoir une remontée d'eau par capillarité. D'ailleurs, de la nappe dans la zone non saturée ou de secteurs de la zone non saturée qui serait un peu saturé en eau vers le sol s'il présente une succion importante. Donc, oui, oui. Par contre, j'ai pas d'ordre d'idée. Je ne sais pas. Là, après, les agronomes ou les pédologues sont peut-être plus calés là-dessus. Alors, attends, entre ZS et ZNS, je dirais 10 mètres max pour des argiles. Réagit une personne. D'accord. Oui, le fait de pouvoir faire remonter de 10 mètres une eau par capillarité, ouais. Ce qui est déjà énorme, hein. Bon, bah, écoutez, ça avait l'air d'être la dernière question. Je pense qu'on va arrêter là. Bravo. Merci beaucoup. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère voilà, j'espère que ça a été clair et utile. N'hésitez pas si vous voulez me poser d'autres questions. Je crois que j'ai voilà, mon mail qui est là. Et puis surtout, bon, les autres équipes, hein, les autres équipes BRGM ou autres d'ailleurs, hein, tous les hydrogéologues euh, voilà, doivent prendre en compte ces questions-là pour toute leur activité. Et je vous remercie encore voilà, pour votre attention et votre présence. Merci à vous pour cette présentation très pédagogique et d'avoir accepté ce premier webinaire. Merci à tous les participants. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur le site de la SHF et sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On a un prochain webinaire qui aura lieu le 27 septembre de cette année à 11 h sur les inondations dans le nord de la France. On fera enfin,